Bonsoir, bienvenue à Big. Donc, je suis Lionel Chen, je suis le directeur des systèmes d'information de BPI France et je vais jouer, je dirais, le journaliste pour cette soirée. Donc, ce n'est pas mon cœur de métier. Donc, merci de votre indulgence. Notre thème ce soir, hein, c'est donc technologie, quelle guerre à mener pour une Europe compétitive. On pense que l'Europe est un peu à la croisée des chemins sur la technologie. L'arrivée de l'intelligence artificielle, la fragmentation des chaînes de valeur fait qu'aujourd'hui, cette technologie est sous une pression géopolitique. On le voit bien sur les actualités tous les jours. Donc ce débat a pour but de vous proposer d'explorer ensemble, je dirais un petit peu les leviers de cette Europe à la fois innovante, une Europe aussi compétitive, mais aussi résiliente. On voit bien qu'elle est attaquée sur un certain nombre de sujets et surtout fidèle à ses valeurs. Donc pour ce faire, je vous propose d'en débattre avec nos trois intervenants, je dirais, qui pensent le monde de demain. Donc voilà, je vais commencer par Ludie. Donc Ludie, tu es directrice et CTO de Baby France Digital. Donc tu es au service de notre transformation numérique, de notre banque en ligne, mais aussi de l'IA dans nos services financiers. Donc tu as déjà 15 ans d'expérience dans la tech, un engagement fort aussi pour l'innovation responsable. Tu interviens beaucoup sur des sujets d'enjeux de souveraineté numérique, d'éthique, et l'IA est au cœur de notre, je dirais, sujet. Vincent, donc merci de nous rejoindre. Donc tu es directeur exécutif de iParis. Donc c'est des polytechniciens, c'est des HEC, c'est de l'INRIA, donc tout ça un cluster, je dirais, au service, je dirais, de l'intelligence artificielle, de la science des données. Donc et tu as surtout été avant un conseiller spécial sur l'IA au gouvernement. Donc tu es plus que légitime et tu vas nous parler donc de ces sujets-là, aussi bien dans les aspects de stratégie publique, donc d'innovation, et notamment avec un aspect sociétal. Je pense que tu pourras souligner donc autour de ces éléments-là. David, donc tu es directeur du digital de la transformation du groupe Aéroport de Paris. Donc à la fois un groupe industriel qui nous fait voyager partout dans le monde. Donc voilà. Tu es aussi président d'EONAX. Tu nous en parleras peut-être un peu. Hein. Qu'est-ce que c'est que partager la donnée au niveau européen. Donc voilà. Ta culture d'ingénieur, ton domaine d'industriel, ton engagement auprès du SIGREF où tu es vice-président. Tu pourras nous éclairer bien sûr sur la gouvernance des données, la sécurité, la régulation. Donc tous ces usages du numérique au service d'une société sans doute plus résiliente et notamment résiliente à la désinformation. Donc voilà, je vous propose d'applaudir nos trois intervenants. Avant de parler, je dirais, de l'avenir, peut-être commençons par dresser un constat un peu lucide, hein, s'il faut, sur où est-ce qu'en est l'Europe sur la course à la technologie mondiale, entre ambition affichée, réalité du terrain. Il y a peut-être, je dirais, un point important, c'est bien comprendre quelles sont les forces de l'Europe technologique, et éventuellement quelles sont ses fragilités. Je vais peut-être commencer par toi, Vincent. Donc, qu'est-ce que tu vois? Parce que la technologie, c'est plein de secteurs de technologie. Tous n'ont peut-être pas la même importance en termes de compétition face notamment aux États-Unis, aussi à la Chine, hein, parce je pense qu'on est pris entre deux blocs donc, autour de ces sujets-là. Donc ta vision des sujets essentiels, Vincent. Ça marche? Ouais, super. Bon, déjà, merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation pour cette table ronde. Moi, mon premier constat, c'est que je pense qu'il faut déjà essayer d'arrêter de s'auto-flageller. Je pense que en France, alors en Europe, oui, et surtout en France, on a aussi des forces sur lesquelles il faut qu'on arrive maintenant à capitaliser. Mais quand on voit, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé récemment, des Mistral par exemple, c'est pas rien. C'est pas rien d'avoir réussi à avoir une entreprise comme Mistral en France avec des capitaux majoritairement français, qui emploient beaucoup de Français, qui sont des jeunes qui sortent de nos écoles, faire quelque chose en France. Et il y a Mistral, c'est vrai, mais il y a aussi plein d'entreprises qui viennent se bâtir leurs produits autour de ce que peut faire un Mistral. Et on n'est pas à la traîne, on est même largement en avance en Europe sur plein d'autres pays européens. Donc ça, c'est le premier constat. Voilà, je sais qu'en ce moment, c'est très compliqué, on est dans un climat un peu pessimiste, parce que les budgets, c'est compliqué, etc. Néanmoins, prenons un peu de recul et voyons qu'en fait, on est compétitif. Quand on va aux États-Unis, les entreprises américaines voient les autres entreprises américaines comme des compétiteurs, et en Europe, l'entreprise compétitive pour les Américains, c'est Mistral. Voilà, c'est la seule. C'est quand même important de le noter.
Ensuite, donc ça, c'est cette force-là. Ensuite, on a une autre force, on en parle souvent, et c'est fait le lien aussi, et c'est pour ça qu'on a Mistral, c'est la formation. On a une formation d'extrême qualité en France, qui est reconnue à l'international. On a des écoles d'ingénieurs qui forment des talents qui sont brillants, qui sont demandés. Maintenant, on a un enjeu de les garder. Ou alors, s'ils partent, parce que ça peut être bien aussi de partir faire ses classes aux États-Unis, apprendre un peu le pragmatisme américain, le sujet derrière, c'est de réussir à les faire revenir. Donc ça, c'est une autre force qu'on a. Et après, la dernière force, c'est un peu tout ce qui va graviter autour, tout l'écosystème. Donc on a BPI qui peut aider en France, on a la Commission européenne qui peut aider à l'Europe. Alors c'est des processus qui sont très compliqués, qui sont un peu longs, mais il y a des leviers. On a typiquement sur un sujet qui est un peu connexe, qui n'est pas tout à fait le même, on en parlait tout à l'heure Lionel, on a des gros avantages sur l'énergie, on a une énergie qui est décarbonée, on a une énergie qui est stable. C'est des points sur lesquels on va devoir accélérer. En ce moment, il y a eu pas mal de discussions pendant les High Summits sur des investissements de supercalculateurs. C'est pas pour rien que les investissements sont faits en France. Donc en plus d'avoir des talents, en plus d'avoir certaines entreprises qui arrivent à sortir la tête de l'eau et à lever des fonds, ce qui est quand même assez intéressant, on a aussi des capitaux qui viennent chez nous pour installer des supercalculateurs et pour pouvoir développer un peu l'écosystème en France. Donc du coup, voilà, ma réponse c'est oui, c'est compliqué en ce moment. Néanmoins, soyons positifs, il y a quand même de très belles choses qui arrivent. Et je pense qu'il faut continuer à pousser pour. Et toi, Ludie, donc, comment tu vois l'Europe, l'état des lieux par rapport à la tech? Les techs, hein, donc d'ailleurs, il y en a. Oui, tout à fait. Moi, je suis positive également comme Vincent. Hein. C'est que moi, je vois qu'il y a de plus en plus de discussions de ce type-là, comme nous aujourd'hui réunis. On a plein de discussions. Ce matin encore, il y avait pas mal de discussions sur le sujet de la souveraineté technologique européenne. Et pour moi, la force de l'Europe, et je vais parler de l'Europe en entier, c'est vraiment un bloc de deep tech. Si on regarde aujourd'hui en dehors de la technologie, on peut citer des entreprises, ASML est beaucoup dans les news ces derniers temps, on peut citer Siemens, Schneider Electric, donc on a de la deep tech, hein, donc on a cette excellence de formation. Et on a également toute une tradition d'ingénieurs en Europe. Ça a un véritable atout. Si je regarde toujours du côté des atouts, il y a un atout aussi qui commence à être rare un petit peu dans la société qu'on a aujourd'hui, c'est cette liberté de parole qu'on a, cette liberté de débat public, de se confronter et de ne pas être d'accord. On parle de vérité, donc la vérité n'est pas unique, qu'on appelle la démocratie. Donc c'est également un atout. Et on a également un atout, pour moi, de l'ordre du soft power, si on regarde du côté des industries créatives aujourd'hui, comme le luxe européen, le luxe français, en fait, aujourd'hui, est champion mondial. À côté de cela, on a des faiblesses, et je pense qu'on est plus d'accord sur toutes les faiblesses qu'on a. La vraie faiblesse qu'on voit quand on est en technologie, c'est vraiment la dépendance structurelle qu'on a aux GAFAM et le cloud, et le manque de supercalculateurs, tu le disais tout à l'heure Vincent, notamment le compute. Mais bon, on a des initiatives européennes qui sont en cours. Et on a également par rapport à ça, donc le cloud, la dépendance au cloud, la problématique des computes et le fait qu'on n'a pas d'entreprise, peu d'entreprises de grande taille, ce qu'on appelle du late stage, donc des problématiques de capital pour des séries D, E, pour créer des champions modernes, enfin champions mondiaux quoi. Voilà. Je pense, David, tu vas pouvoir effectivement parler quelque part de la dépendance technologique. On a évoqué celle du cloud. Donc, effectivement, la géopolitique, les tensions géopolitiques ramènent peut-être quelques sujets au devant de gérer nos actualités donc, au sein des DSI face à cette logique ou cette difficulté ou cette opportunité peut-être, donc d'ailleurs, de dépendance qu'il va falloir peut-être traiter. Oui, alors je pense que c'est extrêmement positif, toutes les tensions qu'on rencontre aujourd'hui. La dépendance, ça date pas d'aujourd'hui, elle date pas du moment où les gens ont commencé à vouloir l'utiliser.
elle s'est construite dans le temps de manière un peu progressive, on va dire depuis le début des années 2000. Et donc là, c'est bien qu'on commence à le regarder, qu'on commence à le mesurer. Il y a des indices qui commencent à se créer. Je trouve que c'est une excellente chose, des indices pour mesurer la résilience ou la dépendance numérique. Il y a l'étude réalisée dans le cadre du SIGREF, l'étude Asterès, qui évalue à 85% notre dépendance dans le domaine du cloud et du logiciel. Ça représente un transfert de l'Europe vers les États-Unis de 265 milliards de dollars à peu près. Alors moi, ça ne me dit rien, 265 milliards de dollars. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, vous avez de la chance. Mais pour comparer, il faut se dire que tous les ans, on importe en Europe comme biens et services environ 750 milliards des États-Unis. Donc là, il y a 250 milliards qui passent, non pas en importation, mais en propriété intellectuelle par ce biais-là. Donc c'est considérable. Pour autant, est-ce que c'est un problème ? Pas forcément. Pour les entreprises qui opèrent aux États-Unis, c'est normal d'avoir une activité qui fait largement appel aux technologies américaines. Nous, on opère, groupe ADP, on opère en Turquie, on opère en Inde et on est très content d'utiliser des technologies turques et indiennes dans ces pays-là. Maintenant, la question, c'est surtout qu'en Europe, on utilise essentiellement des technologies non européennes. Ça pose problème pour tout un tas de questions, et pas uniquement des questions régaliennes, d'application du droit, ou aussi pour des questions de performance industrielle. Et ça, le sujet est maintenant visible comme le nez au milieu de la figure, et on peut le traiter. Voilà un petit peu sur la phase diagnostique et donc finalement du positif, même s'il y a du challenge donc, dans tous ces éléments-là. Face à la diagnostic, peut-être une question, comment avancer sans perdre notre équilibre? L'innovation est un moteur, mais donc l'idée c'est comment saisir cette innovation pour bousculer à la fois nos modèles socio-économiques dans ce monde de demain. Et donc là, l'idée c'est de parler un petit peu justement de ces défis de l'innovation donc, européens. Peut-être toujours toi, David, est-ce qu'on peut concilier donc innovation rapide, stabilité sociale, sans s'encrier l'un pour l'autre, et comment, je dirais, se saisir de ces opportunités donc de la technologie au service d'une stabilité européenne? Alors, je pense qu'il y a 2 points là-dessus. Premier point, c'est que l'innovation est nécessaire à la stabilité. On sait qu'on a un modèle social qui est basé sur une répartition de la création de valeur. Si on ne crée pas de valeur, on n'a pas grand-chose à répartir. Et aujourd'hui, sans innovation, la valeur est transférée plutôt que créée. Donc on a besoin d'innovation pour une stabilité sociale. Ça me paraît assez indiscutable. Deuxièmement, comment faire pour que l'innovation ne soit pas une vague destructrice, un tsunami, mais qu'elle soit vraiment au service de notre modèle social et acceptable, modulo évidemment des évolutions, des transformations. Mais comment faire ça? Premièrement, en sachant ce qu'on veut faire avec l'innovation. Ça, c'est quelque chose d'assez frappant dans le débat. On explique toujours qu'on veut des acteurs tech pour rivaliser, pour la croissance, mais ce n'est pas un objectif. Pourquoi veut-on innover? Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'innovation? Il faut que la technologie, l'innovation soit plus présente comme un élément stratégique de notre activité économique, comme au service d'un objectif, pas comme une sorte de fin en soi incantatoire dont on attendrait le salut. Et ensuite, l'innovation, elle se fait aussi, je pense, en réfléchissant beaucoup et à plusieurs sur la manière dont ça peut transformer nos chaînes de valeur et la manière dont ça peut générer de la valeur qu'il faut partager. Ça, c'est du partage. Tu as évoqué le partage de données avec les espaces de données, les data space. C'est beaucoup de réflexion économique aussi, mais si on ne réfléchit pas maintenant, puisqu'on a quand même un paysage peu intégré verticalement en Europe, si on ne réfléchit pas entre les entreprises au sein des écosystèmes à la manière dont l'innovation change nos relations, nos rapports, on risque de se retrouver à se regarder comme chien de faïence et à se bloquer les uns les autres. Peut-être nous expliquer ce que c'est EONAX et donner peut-être du coup cet exemple concret comme partage, je dirais, de données pour générer plus de valeur. Alors, EONAX, c'est un data space. Alors, data space, le mot est mal choisi. On a l'impression d'un espace de données où on trouverait énormément de données, où les gens viendraient les déverser. En réalité, c'est un espace de partage de données. C'est basé sur la confiance. Lorsque vous êtes dans un espace de données, vous échangez la donnée que vous choisissez avec la personne que vous choisissez pour effectuer l'action sur laquelle vous vous êtes mis d'accord. Donc, un cadre de confiance sécurisé, basé sur des standards européens, Gaia-X, des technologies open source. EONAX, c'est le data space du transport, du tourisme et de la mobilité. Et dedans, avec les cofondateurs aux côtés du groupe ADP, donc Amadeus, Air France, Renault, Accor, groupe SNCF et Aéroport Marseille-Provence, on identifie les nouveaux services
finalement, on est des entreprises qui sont juxtaposées, mais qui avons les mêmes clients. Donc, on essaye de voir ce que l'on peut faire ensemble au service de nos clients communs. Et donc là, par exemple, sur les JO, je crois que ça a servi à quelque chose, donc de façon concrète. Oui, alors, quand on essaye d'expliquer ce qu'on veut faire dans les espaces de données, on est toujours un peu embarrassé. Là, nous, on a un exemple qui est parfait, qui est l'exemple des Jeux Olympiques. On s'est donné comme défi un peu fou à l'époque de pouvoir occuper une place opérationnelle utile et nécessaire au sein des Jeux Olympiques. Alors, le ministère de l'Intérieur a fait l'amabilité de dire qu'on était au cœur de la sécurité des Jeux. Alors, on était un tout petit ventricule, hein, évidemment, mais on a permis, grâce à EONAX, d'échanger des données sur l'arrivée des délégations par les vols, la localisation des bus de manière à ce que les bus viennent récupérer les bonnes délégations sans générer d'embolie sur les routes. Et vous savez que les congestions dans les routes, c'est outre un casse-tête, un risque de sécurité civile et un bon transfert de l'information de la localisation des bus vers le ministère de l'Intérieur pour assurer la sécurité de l'ensemble des Jeux. Donc on a joué un petit rôle, mais on a quand même réussi à être présent et à faire ce qui n'aurait pas été faisable sans les espaces de données. Donc c'est le genre de coopération que l'on peut faire au sein de l'Europe, et on l'a fait non pas parce qu'on voulait innover avec des data space, on l'a fait parce qu'on avait un problème à résoudre. Donc la première chose pour tirer parti de l'innovation au service de la stabilité de nos sociétés, c'est de vouloir faire quelque chose ensemble. Donc on voit que partager de la donnée, donc au niveau européen, faire des innovations sur la data et de l'IA, c'est possible. Donc voilà. Justement, la data, Vincent, c'est aussi au cœur de ce que tu fais aujourd'hui chez iParis. Donc voilà. Et justement, est-ce qu'il faut il y a des fois un débat par rapport à l'Europe. Est-ce qu'il faut que chacun ait ses champions nationaux ou est-ce qu'il faut des champions européens? C'est quoi ta vision justement de cette Europe de l'innovation qu'on voit qui génère de la valeur? Donc c'est quoi, je dirais, les points essentiels sur lesquels il faut qu'on se focalise? Déjà, je pense que le mot-clé, c'est se focaliser. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. En tout cas, notamment dans le cadre des aides France 2030, je pense qu'on part du constat où effectivement il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis. Moi, je me pose la question, en toute honnêteté, qu'est-ce qu'il en sortira dans 5 ans? Est-ce que vraiment on aura réussi à capitaliser? Alors c'est vrai qu'à un instant donné, on aura créé des entreprises, on aura créé de l'emploi. Qu'est-ce qu'il en restera derrière pour répondre à cette question que tu soulèves, qui est la question fondamentale, en fait, innover, mais pourquoi? Et du coup, si on recule un peu et qu'on se positionne à l'échelle européenne, le problème est le même en fait. Est-ce qu'on a envie de financer énormément d'actions et de se dire que peut-être parmi celles-ci, il y en a une qui va être bien, ou alors est-ce qu'on sait qu'il y a des actions qui fonctionnent parfaitement et donc du coup, ça demande un nouveau modèle d'expertise et de financement que ce soit des entreprises, que ce soit des chercheurs, que ce soit des associations, que ce soit des think tanks, n'importe quoi. Mais si on sait qu'il y a des choses qui sont effectives, qui fonctionnent, pourquoi est-ce qu'on ne se focalise pas dessus plus que sur les autres? Plutôt que de vouloir absolument, entre guillemets, arroser tout le monde. Donc ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'achète beaucoup la partie innovation dans un but précis. Et je pense que ça résonne notamment beaucoup avec cette souveraineté. Parce qu'on parle beaucoup de souveraineté, et souveraineté, en ce moment, c'est devenu... moi, je ne suis pas particulièrement fan. On comprend qu'il y a un réel enjeu autour de la souveraineté, c'est vrai. Ce mot, moi, me dérange un petit peu parce que si demain on est tous souverains, il n'y a plus d'échanges et du coup, ça devient très compliqué de créer des liens entre les différents pays. Pour autant, il y a évidemment des aspects sur lesquels c'est absolument important de garder la main. Et du coup, l'innovation doit être au service de récupérer le ballon sur ces aspects-là. Et justement, l'Europe aujourd'hui, des fois, est taxée autour de son organisation de régulation. Donc, est-ce que c'est une façon, je dirais, de créer de la valeur aussi? Donc, comment on peut partager? Et est-ce que, je dirais, la technologie au service de l'innovation, c'est aussi de la régulation? En tout cas, l'innovation est une réponse à la régulation. On entend souvent, les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe régule. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est quand même très important d'avoir un cadre de régulation. On a une technologie qui est quand même très disruptive. On est face à une technologie où on a très rarement vu ça auparavant. Donc on ne peut pas se dire, on fait ça un peu à l'américaine, en mode on va laisser faire et on traitera ça à coup de jurisprudence.
Si on fait ça, on va s'exposer à des problèmes dont on n'a même pas encore connaissance maintenant parce que la technologie avance à une vitesse démesurée. On le voit, je veux dire, tous les 6 mois, il y a des nouvelles choses et on ne sait pas ce qui va arriver dans un an. Alors, je ne veux pas être catastrophique, mais si on ne met pas maintenant des règles autour de l'utilisation de certains de ces algorithmes, je pense que ça risque de très vite dégénérer. Maintenant, effectivement, il faut réussir à le faire en accord avec ces aspects de compétitivité, parce que si on ne régule qu'en Europe, par contre, que derrière les solutions américaines ou les solutions chinoises ne sont pas régulées, là, ça pose un problème. Il ne faut pas hésiter aussi à comprendre et à affirmer que le marché européen, ce n'est pas un marché minuscule à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, pardon. On pèse beaucoup dans la balance commerciale et du coup, on a un vrai pouvoir, il ne faut pas le négliger, sur même des très grosses instances américaines pour les faire plier et venir s'adapter à nos règles. Le coût, c'est anecdotique, hein, mais le fait que Apple change son connecteur pour recharger en USB-C, c'est parce que l'Europe était là. Et c'est la même chose sur l'IA, en fait. C'est exactement la même chose. Il faut qu'on soit moteur. On est un marché, on représente une énorme partie du marché mondial en termes d'IA. Il faut le savoir. Il faut du coup imposer des règles. Maintenant, il faut être évidemment mesuré, il faut aussi adopter cette technologie, il ne faut pas que ce soit de la régulation contre la technologie, et de ce point de vue-là, du coup, il faut pousser l'innovation pour y répondre. Donc on a vu il y a des enjeux de data, de partage de valeur. Il faut savoir où on va. Le parti a une politique de focalisation. On voit qu'il y a des sujets de régulation. Ludi, sur justement la protection des données, est-ce que finalement c'est un avantage compétitif ou est-ce que c'est un handicap potentiellement sur ton point de vue là-dessus? Je vais rebondir sur plusieurs choses, hein, notamment les espaces de données dont David a parlé. En fait, si on regarde les espaces de données, c'est la Data Act, en fait. C'est-à-dire, quand on parle de réglementation, c'est vraiment toute cette série de réglementations autour de la DSA, DMA, Data Act, qui permet aujourd'hui d'avoir ce cadre réglementaire d'échange de données. Et je vais plus loin, si on regarde tout ce qui se fait aujourd'hui sur le plan de la régulation, sur comment on encadre l'IA, on va y revenir tout à l'heure, c'est le fait que l'Europe, et là c'est une question culturelle, voire civilisationnelle, qui dit qu'aujourd'hui, la réglementation, c'est aussi remettre l'humain au centre de ce qu'on est en train de créer. Et ça, c'est un avantage compétitif de mon point de vue. Et surtout, la réglementation, même si on a cette phrase qui dit que les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule, la réglementation est notre barrière à l'entrée, c'est notre droit d'autodétermination. Moi, je le vois comme ça. Et donc, pour répondre à la question de toute la partie protection des données, est-ce que c'est un avantage compétitif ou pas? Pour moi, si, c'est un avantage compétitif. Ce qui nous bloque dans les normes, ce n'est pas les normes elles-mêmes, parce que les normes structurent. On voit très bien l'exemple sur les JO. Ce qui nous bloque dans les normes, c'est leur actionnabilité, et c'est-à-dire le fait qu'on fasse peser sur les entreprises, le fait de créer des moyens, des solutions, des outils, pour pouvoir y répondre. Les normes mettent du temps à être cadrées en Europe. C'est ça qui nous pose problème. Et si je prends réellement l'angle tech, aujourd'hui, on a des technologies qui sont assez évoluées, notamment du Policy as Code, qui est une vraie technologie où on essaie de rendre la loi automatisable. On a aujourd'hui validé sur le terrain les startups d'État, les startups publiques. Pourquoi? Et c'est pas pourquoi. Comment on met en place cet apprentissage-là, d'avoir des startups d'État, des startups publiques qui vont prendre nos normes et les transformer en policy as code. On a besoin de, lorsqu'une norme sort, il faut qu'elle sorte avec une boîte à outils actionnable pour les entreprises. Et moi, c'est dans ce sens-là que je me dis qu'aujourd'hui, les normes nous permettent en fait de garantir l'autodétermination. Ouais, je rebondis parce que ça, c'est tout à fait vrai. Autant, effectivement, je pense que c'est important qu'on régule, et enfin, c'est fondamental pour ces technologies. En revanche, la façon dont c'est fait, effectivement, est très discutable. Le fait de faire peser sur les entreprises toute la charge de la régulation, c'est des coûts. C'est des coûts en ETP, c'est des coûts qui font que les petites entreprises, pour le coup, vont perdre en compétitivité, parce que quand ça va être un GAFAM qui va devoir travailler sa compliance, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'ils vont pouvoir mettre une armée de personnes dessus. Quand c'est une plus petite entreprise, ça devient tout de suite très compliqué. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et là, c'est bon, on pêche un peu par... Enfin, c'est vraiment le problème de l'Europe, c'est que on est nombreux autour de la table.
on est vraiment très nombreux autour de la table. Et quand il s'agit de regarder ce que fait l'équivalent de la CNIL en Allemagne, alors sachant qu'en Allemagne, en plus, c'est fédéral, donc il y en a une par État, en Irlande, en Angleterre, en Suède, etc., ça devient tout de suite une usine à gaz assez dingue. Et c'est pour ça d'ailleurs que les négociations sur les actes prennent énormément de temps. Parce que pour se mettre d'accord, ça prend du temps, c'est très très dur. Et on retrouve ça jusqu'à la fin, jusqu'à l'exécution du sujet. Donc en fait, on a un vrai sujet aussi d'organisation au niveau de l'Europe et d'efficacité pour réussir à faire adopter ces normes. Et j'ai envie d'ajouter, il n'y a pas assez de tech autour de la table aussi. Ils essaient d'en rajouter quand même. Ils essaient d'en rajouter. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Typiquement, petite digression, il y a à l'AI Office, donc le bureau qui est européen qui s'occupe de gérer ces sujets d'IA. Des représentants tech sont autorisés. Donc Mistral y va, par exemple, et d'autres entreprises. Le problème, c'est que c'est une seule personne, toujours la même, et que c'est super chronophage. Et donc, pour nos petites entreprises, aller mettre des gens là-bas, donc qui sont des actions de lobbying qui sont absolument nécessaires, c'est super cher pour elles en fait. Alors, on avait dit quand on préparait qu'il fallait essayer de trouver des points de désaccord. Donc là, je pense que j'en ai trouvé un avec toi. Je suis pas tellement d'accord qu'on mette énormément de temps. On peut mettre du temps sur beaucoup de sujets, mais les AI Act, c'est quand même venu hyper vite. Le Data Act, le DMA, c'est allé assez rapidement. Quand on y pense avec l'émergence du sujet, on a su se mobiliser assez rapidement. Donc il y a plein de fois où on perd du temps en argutie. Une fois qu'un texte est là pour le modifier, il faut sans doute beaucoup trop de temps. Mais en tout cas, ne nous flagellons pas, on arrive à se saisir de nouveaux sujets et à réussir à arrêter une position assez vite. Après, il y a un autre point qui est délétère pour le coup. Tu disais la CNIL, que fait la CNIL allemande, c'est la multiplicité des autorités de régulation. Alors déjà, quand on opère dans toute l'Europe, comment est-ce qu'on fait entre la CNIL française, allemande, etc. C'est pas simple. Et ensuite, au sein même de chaque pays, les autorités de régulation sur des sujets parfois proches sont étonnamment multiples. Qui va se voir confier, par exemple, le cadre de l'IA Act? Bon, aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Ça y est, on sait. Ça a été sorti, mais c'est tout récent. D'accord. Et donc, est-ce que c'est l'un des acteurs habituels de... C'est géré notamment par Notamment. une focale sur le marché, en fait. Donc, c'est les autorités de marché compétentes sur tel marché qui vont gérer. Il y a eu un, je vous invite à le voir, il y a un petit schéma qui est sorti de la DGE sur le sujet. Mais par contre, je te rejoins, c'est complexe. D'accord, donc il y a une question de complexité aussi, il y a la norme, il y a l'application. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que la norme doit être applicable de manière automatique, digitale, ça serait quand même un gain considérable. Ça permettrait de simuler également l'application d'une norme quand elle est en débat, etc. Et ensuite, il faut que son interprétation, son jugement soit plus simple qu'aujourd'hui. C'est là où on voit à la fois l'Europe est finalement le plus grand marché sur le plan commercial au monde, avec ce marché unique et la circulation des biens, des capitaux et tout ça. Et on a toujours la fragmentation au niveau des juridictions et au niveau du marché national, quoi. On le voit très bien. Ça qui rend aussi l'application des lois, des normes assez difficile. Et pour moi, la norme, en fait, il faudrait changer le critère de comment dire, on dit en tech definition of done du norme. Si aujourd'hui, sur l'IACT, on commence à sortir les outils, les modèles cards, les sandbox, etc. Mais c'est venu un peu trop tard, en fait. Une norme doit être prête lorsqu'on a les outils pour pouvoir l'actionner et ne pas reporter sur nos entreprises, notamment les petites entreprises. On estime à 1 à 2% du CA pour pouvoir se mettre en conformité. Et je pense que c'est sous-estimé. Pour moi, de mon point de vue, c'est vraiment sous-estimé. Ne pas remettre cette responsabilité aux entreprises. Et donc, une norme, aujourd'hui, on est au 21e siècle, doit être une norme pilotable technologiquement. Et ça, pour moi, c'est un verrou à lever pour être compétitif. Tout à fait, justement, peut-être encore toi, Ludie, comment justement créer un écosystème qui soit favorable à l'émergence de ces fameux leaders européens que beaucoup appellent de leur souhait? Ah, c'est une super question. On l'a vu, on l'a tous dit, Mistral aujourd'hui, qui vient de lever un grand champion américain. Enfin, américain. Ah, le lapsus européen. On a aussi des champions industriels européens. On parle de ASML sur la partie lithographique, même si on sait que toute la partie packaging du semi-conducteur se fait encore à Taïwan ou chez Samsung. Pour moi, les conditions pour voir c'est quoi un leader, déjà, c'est quoi un champion européen, c'est là où la valorisation ne me suffit plus. Pour moi, un leader européen, c'est le part de marché mondial, en fait.
Si on prend par exemple ASML, je reviens parce que c'est vraiment le fleuron par excellence, hein, puisqu'on parle d'IA, de semi-conducteurs. L'empreinte mondiale est incontestable. C'est le leader en fait. Donc si on sort de cette définition-là et qu'on regarde les valorisations, on a des valorisations en termes de potentiel, mais pas en termes de carnet de commandes, pas en termes de clients réels, de marché réel. Et donc les conditions pour avoir un leader européen, pour moi, c'est effectivement comment internationalement il a un poids, il a une part de marché. Et donc comment y arriver? Ça rejoint un peu le diagnostic initial, c'est qu'aujourd'hui on manque de capital de late stage aujourd'hui. Il y a ce poids très important. En France, on a BPI France qui injecte du capital. On a aujourd'hui des démonstrations au niveau de l'Allemagne, notamment avec la KfW, même qui est plus orientée développement. Au niveau de l'Italie, typiquement là, il faudra un fonds d'investissement européen, donc un champion européen des BPI France et BPI X étant le nom du pays, pour pouvoir financer du late stage. Pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, si je me base un peu sur le modèle américain aussi, c'est pouvoir avoir une vraie commande publique, pas nationale, on peut l'avoir aujourd'hui, mais une commande publique donc, qui est au niveau européen, pour permettre à ces entreprises non seulement d'avoir du capital, mais derrière de pouvoir recevoir des commandes et pouvoir s'exporter. Ouais. Sur la partie commande, c'est un sujet qui est aussi évoqué au SIGREF, sur la commande publique. Est-ce que c'est une solution? Chez BPI, on aime beaucoup la réindustrialisation donc, sur le sujet. Et on voit peut-être sur la technologie, notamment on évoquait le cloud, où il y a eu presque une désindustrialisation, je dirais, de l'Europe vis-à-vis de ces éléments-là. Et effectivement, est-ce que une politique de commande donc, peut aider, alors public ou pas d'ailleurs, donc, parce que les grandes entreprises européennes ont aussi, d'après moi, il ne faut pas croire que seul le public peut commander, donc loin s'en faut. Donc est-ce que c'est une solution ou est-ce que c'est un axe d'avenir? Je pense que ça doit être un axe, très clairement. En général, les entreprises préfèrent avoir un carnet de commandes, 100 € de commande, plutôt que 100 € d'investissement. Aujourd'hui, lorsqu'un gros acteur national ou privé, enfin public ou privé, a un besoin un petit peu critique, il a tendance à faire lui-même. Ce genre d'approche est absolument délétère. Ça veut dire qu'on n'envoie pas de signal de marché en indiquant qu'un partenaire industriel est choisi. On n'envoie pas le signal que la stratégie, par exemple, si on parle du cloud, de tel acteur de cloud, sera pérennisée dans le temps parce qu'il a un carnet de commandes bien rempli qui lui permet d'avoir de la prévisibilité, qui lui permet d'avoir une pérennité dans son action. Et on n'envoie pas de signal à tous les autres pour qu'ils viennent également nourrir ce même carnet de commandes. Donc on est spécialiste pour avoir des gros acteurs extrêmement compétents, appuyés sur des ESN qui rassemblent les meilleurs talents, qui construisent pour leur compte propre, plutôt que de faire appel à un industriel qui construirait pour le compte de tous. Donc ça, c'est un élément important. Et deuxièmement, quand on a des bons industriels, on a tendance à les regarder avec les yeux de nos concurrents. Enfin, on en parlait récemment. Quand on parle de résilience, on a envie d'avoir des solutions qui nous permettent de tenir si jamais le leader du marché ou celui sur lequel on s'appuie tombe. On entend souvent dire « Ah ben, ok, cet acteur, il n'est pas très gros, mais bon, il est européen. Je fais une bonne action. » C'est terrible de penser comme ça. Il faudrait vouloir choisir un acteur européen parce qu'il est bon. Mais on jette toujours un regard qui n'est pas le nôtre sur nos acteurs. Je vais vous donner 2 exemples, puis après j'arrête parce que je parle beaucoup. Mais quand vous regardez, alors moi je suis assez vieux, j'ai commencé dans le monde du travail pendant la première bulle Internet, vous savez, dans les années 2000. On expliquait qu'en Europe, on n'arriverait jamais à rien parce qu'il y avait des trop grosses entreprises. Ces entreprises sont trop grosses, elles ne savent pas innover. L'innovation, c'est les startups. Très bien, vous avancez, 2020, 2025, on n'arrive à rien en Europe parce que nos entreprises sont trop petites. Pour innover, pour être capable de faire quelque chose, il faut être un géant. À un moment donné, on a la taille qu'on a. Enfin, arrêtons de nous regarder avec les yeux des concurrents. Vous vous souvenez, la neutralité du net. En Europe, on avait des opérateurs télécoms extrêmement puissants. Aux États-Unis, ils avaient des producteurs de contenu. Et être érigé en tant que valeur, je ne dis pas que c'est mal, mais on a laissé faire ça, le lobbying n'a pas défendu, on a laissé faire la neutralité du net comme étant une valeur positive. Autrement dit, le fait d'emprunter gratuitement les canaux sur lesquels nous étions les plus compétitifs.
vous vous rendez compte à quel point on regarde les choses avec les yeux qui sont ceux de nos concurrents? Donc je pense que l'une des premières choses à faire serait de regarder la situation d'une manière sinon favorable et bienveillante, au moins neutre, parce qu'on a quand même de grands champions, et de favoriser ce genre de grille de lecture. Alors à BPI, vous faites ça très bien, je vois que tu as un badge, il y a de la joie. Je trouve que ce genre de communication positive de la BPI, bizarrement, détonne, et c'est dommage, ça devrait être la norme. Ouais, vas-y Vincent, tu Non, veux mais réagir? enfin, non, mais bon, je veux pas paraphraser, mais je pense que et je suis complètement d'accord sur le constat que du coup, les grandes entreprises vont souvent essayer d'internaliser les sujets. Je pense qu'en France, on a un sujet d'aversion au risque. C'est le principal objet. On va préférer, les entreprises vont préférer essayer d'internaliser et donc du coup de faire ça sur fonds propres en interne, alors, généralement à base de POC. Parce qu'on a une culture de POC quand même qui est très très forte, plutôt qu'aller chercher la compétence à l'extérieur, parce qu'en fait, je sais pas, on a peur que ça ne marche pas, que ce soit moins bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et ça c'est une mentalité qui, je pense, est assez compliquée pour pouvoir avancer sur le sujet. Justement, Vincent, pour continuer sur la partie, toi qui vois, je dirais, les talents de demain avec nos polytechniciens, nos HEC ou l'INRIA, justement, comment on retient les talents face à la concurrence dans ce débat, je dirais, toujours pareil, hein, sur notre Europe technologiquement, je dirais, donc souveraine, hein, si on n'aime pas le mot, mais notre Europe de demain, quoi. Ouais, alors, il y a deux trucs. Bon, déjà, en ce moment, on est plutôt pas mal aidé. Trump nous aide plutôt beaucoup à les garder, c'est pas mal. Et puis là, on a remis une couche là récemment avec les frais de visa, donc très bien. Néanmoins, je vais redire ce que j'ai dit en intro. Pour moi, le fait qu'ils partent, c'est pas forcément un problème. Quand les étudiants vont faire leur thèse à Stanford ou quand les étudiants vont aller faire leur première classe dans des grandes entreprises américaines, ils apprennent un pragmatisme, notamment en IA, qu'on a plus de mal à avoir chez nous. Donc pourquoi pas? Franchement, ils vont se former, ils vont pas refaire leur formation. Le sujet après, c'est de les faire revenir. Et le problème qu'on a, c'est que alors il y a deux sujets. Il y a le sujet du salaire. Il faut réussir à être compétitif. Et le truc, c'est qu'on voit très bien qu'il y en a aussi beaucoup qui veulent revenir parce que leur pays leur manque, ou parce qu'ils ont envie d'échapper à ce qui se passe aux États-Unis, parce que voilà. Et donc du coup, ils sont prêts à faire des concessions éventuelles sur le salaire. Ça, c'est OK. En revanche, là où on n'est pas fort du tout, c'est sur l'environnement qu'on est capable de leur offrir. Et là, on a un vrai sujet, notamment en IA. C'est-à-dire qu'il y a deux effets qui pèsent de côté chercheur en IA, et c'est vrai dans le privé ou dans le public, c'est le salaire d'une part, et derrière, c'est comment je vais pouvoir faire la recherche. Et comment... Nous, en France, au fait, on a Jean Zay, super. C'est très bien Jean Zay, et vraiment, ça marche super bien, ça soutient la recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chercheur américain, il a un Jean Zay pour lui tout seul. Et donc du coup, la comparaison, elle est assez folle. Alors, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus se dire que chaque chercheur, son objectif dans la vie, son rôle, c'est vraiment de faire un nouveau LLM et de venir concurrencer OpenAI. Ce n'est pas le sujet, la recherche, on n'attend pas là-dessus. Néanmoins, il faut qu'on soit capable d'offrir des capacités, de calcul suffisantes pour faire de la rétention. Et c'est là-dessus, je pense, que moi je suis un petit peu inquiet sur la suite. On a Jupiter qui vient d'être sorti. Donc c'est le plus gros supercalculateur européen. J'attends de voir comment la gestion des accès va se faire. Est-ce que ça va être simple? Est-ce qu'on va pouvoir récupérer vraiment beaucoup de puissance de calcul à notre niveau, au niveau des chercheurs? C'est important. Ou est-ce que ça va être encore une usine à gaz et qu'au final, voilà, j'attends. Et c'est bien, on en a un. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Je pense qu'il faut vraiment accélérer. Ça me fait penser à quelque chose. Je refais une petite boucle par rapport à ce que je disais sur les investissements. Donc on a annoncé beaucoup d'investissements en supercalculateurs pendant les AI Summit, plusieurs milliards. Faut quand même faire attention dans le contexte de la souveraineté. Quand je vois des initiatives comme Bleu, par exemple, que je trouve, voilà, faut pas oublier que derrière Bleu, c'est quand même du Microsoft et qu'on met un tampon souverain français derrière, alors que malgré tout, derrière, ça reste de l'action étrangère. Donc oui pour du Jupiter, oui pour du Jean Zay, prudence quand même sur les autres investissements. Peut-être pour autant, donc les entreprises aussi ont besoin de recherche, alors notamment ce qu'on évoquait en IA. Et grosso modo, il y a aussi des enjeux de passer vite, je dirais,
à l'aspect pratique et opérationnel. Et on voit bien que ce lien, et donc BPI, on y travaille aussi, hein, donc de faire en sorte que du laboratoire ou du chercheur, on passe, je dirais, dans l'industrialisation. Là, c'est pareil, je pose la question d'ailleurs à tous les trois, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses sur lesquelles l'Europe doit aussi encore travailler, ou est-ce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des vraies réussites aussi dans ces sujets-là? Bon, je me lance. Là-dessus, sur le passage en industrialisation, l'IA a provoqué une prise de conscience assez rapide du fait que la technologie était assez plastique, qu'elle apportait une digitalisation de ce que jusqu'à présent on ne savait pas du tout digitaliser ou très mal. Digitaliser la complexité, digitaliser la créativité si on y arrivait mal. Et qu'on était à la fois soumis à une pression concurrentielle élevée et un petit peu seul parce que c'était nouveau pour tout le monde. Donc je pense que dans beaucoup d'entreprises, l'IA générative notamment, a donné lieu à une adoption et une expérimentation très rapide, très très rapide. Donc ça, je pense que ça a été positif. Après, c'est vrai que, je reviens à ce que tu disais, Vincent, sur l'aversion au risque. C'est vrai qu'on a une plus forte aversion au risque qu'outre-Atlantique. Et c'est vrai, et je pense que c'est lié au fait qu'au fond, on ne sait pas trop quoi attendre de l'innovation en tant que telle. La tech est évidemment un sujet stratégique, tout le monde le dit, ne serait-ce qu'en voyant le chiffre de la tech dans le PIB et dans les enjeux géopolitiques. Pour autant, qu'est-ce qu'on en attend explicitement? Ça, c'est une question qui n'est pas vraiment, qui est pas vraiment formulée, qui n'est pas présente dans tous les niveaux de gouvernance. Donc je pense que l'IA générative apporte là-dessus un élément de changement bienvenu. Pour rebondir là-dessus, on voit énormément d'études sur l'IA générative et l'industrialisation de l'IA générative et tout le ROI qu'on pourrait en tirer. Bon, il y a beaucoup d'études qui sont très questionnables, hein. Même les dernières du MIT, voilà, faut les prendre avec beaucoup de recul. Mais en fait, le truc, c'est que nous, on va lancer typiquement côté iParis avec plusieurs chercheurs toute une étude sur la partie AI et Future of Work pour essayer de craquer un peu ce sujet-là. Je pense qu'il y a énormément d'axes qui ne sont pas valorisés en fait. Le fait que l'IA générative puisse être adoptée dans les entreprises et puisse finalement venir aider l'employé sans pour autant gagner en productivité, juste gagner en confort de travail, c'est des axes qui sont très très peu valorisés dans les études, alors que finalement c'est peut-être un des principaux. N'importe qui va utiliser ChatGPT pour l'aider à rédiger des mails, pour l'aider à traduire quelque chose, oui, il va gagner en productivité, mais finalement, il va gagner en confort. Et ça, je pense que c'est quelque chose, voilà, c'est pas du ROI direct, mais c'est quand même important. Et il y a celui-ci, mais il va y en avoir plein d'autres, énormément d'autres. Pour rejoindre un peu aussi David, pour moi, en fait, la question n'est pas la tech, la question, c'est quoi la stratégie? C'est plutôt une question de stratégie, où on veut aller. Parce que typiquement, lorsqu'on a l'IA, comme avant avec la transformation digitale, hein, pour moi, les deux sont liés. L'un est une précondition à l'autre. Lorsqu'on sait que 70% des transformations digitales échouent, on a un enjeu autour de l'IA générative, typiquement, de l'adoption de l'IA générative. C'est avoir une méthode pour revoir sa chaîne de valeur, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est avoir un cadre. Je reviens encore sur cette notion de méthode, de process. La technologie est un enabler de tout ça. Pour se dire aujourd'hui sur ma chaîne de valeur, où est-ce que je simplifie énormément, où est-ce que je gagne du temps, c'est quoi les déchets, les temps d'attente, les déchets sur ma chaîne de valeur, et comment l'IA, dans un premier temps d'efficacité ou d'efficience opérationnelle, peut m'aider. Et ça, c'est chiffrable. Et donc, pour moi, c'est là où je me dis que c'est vraiment comment on incarne cette stratégie sur le terrain. Et avant de trouver même des leviers de comment l'IA peut m'aider à innover, c'est-à-dire à revoir entièrement comment je fais les choses, en fait, ce que je crée comme produit final. Donc, moi, ce que j'ajouterais aussi à ça, que ce n'est pas un sujet de tech, d'innovation, parce que toutes les questions qu'on est en train de nous poser là en disant qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire avec l'innovation ou avec la tech, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas de gouvernance concrètement en se disant quels sont les problèmes qu'on veut résoudre et c'est quoi les outils ou les méthodes qui vont nous aider à résoudre le problème, quoi. Justement, pour revenir sur la stratégie du déploiement de l'IA, on s'aperçoit qu'il y a aussi là de la géopolitique, hein. On voit plutôt donc des Américains qui veulent trouver l'IA de rupture. Donc ils appellent ça AI native, ils veulent créer des entreprises disruptées par l'IA, ou certains sont en train de rechercher l'IA G, l'IA générale.
À l'inverse, on voit la Chine qui sont plutôt dans une IA, je dirais, plus opérationnelle, à intégrer dans tous leurs produits. Tout doit devenir IA, sans doute avec des choses beaucoup moins avec effet waouh, mais une façon presque, je dirais, industrielle et structurelle d'intégrer l'IA partout. Donc voilà, c'est quoi la stratégie rêvée ou qu'il faut positionner sur l'Europe entre ces, je dirais, deux façons d'appréhender cette disruption, je dirais, technologique? Est-ce qu'il y a une géopolitique européenne de l'IA? Oui, oui, je vais y aller. En fait, les deux. Aujourd'hui, les GI, pour moi, aujourd'hui, c'est plus un concept marketing, hein, qu'une réalité. Le fait à la fois d'être sur des modèles de frontières, il faut qu'on y soit au niveau européen. Moi, j'aime bien, il y a quelques semaines, Apertus qui est sorti en Suisse, qui est un consortium de labos de recherche qui ont créé un LLM national suisse qui est Act Compliant, qui est responsable par le design, pour prouver que c'est possible et qui est en open source. On a fait des démarches similaires avec Bloom, avec pas mal de LLM auparavant. Donc, il faut qu'on continue à être aux frontières parce que un sujet dont on n'a pas parlé, on a parlé de talent. Aujourd'hui, l'IA générative, en l'occurrence, je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques semaines, il y avait ce reportage qui disait que la façon dont les membres du Parlement britannique faisaient leur discours a changé. Oui, oui, et que il y avait une expression qui revenait tout le temps par rapport à 2022, qui tout le temps c'est I rise to speak. Et I rise to speak, c'est typiquement une façon de parler de ChatGPT lorsqu'on écrit un discours avec ChatGPT, et notamment avec des formulations, notamment commencer par la négative, structurée en 3 points. Et donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est que on a en face de nous une technologie qui n'est plus un outil, véritablement. On parle même de souveraineté cognitive. C'est-à-dire qu'on a une technologie qui embarque des choix éditoriaux. Et c'est ça la technologie de l'IA qu'on a aujourd'hui. Voilà pourquoi on doit absolument aussi travailler sur les modèles de frontières pour offrir aux citoyens une IA de débrayage, quoi, quelque part, avec les valeurs culturelles franco-européennes, et travailler, parce que la plus-value viendra de ça, de l'IA opérationnelle, de comment on change nos process, comment on réinterroge nos chaînes de valeur. Je reviens là-dessus. Comment on revient nos chaînes de valeur, la supply chain, tout ce qui fait notre organisation, dont la formation de nos talents en interne, nos employés, pour injecter l'IA qui est une rupture fondamentale, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Nous, chez ADP, ce qu'on attend de l'IA, c'est une IA qui soit opérationnelle, qu'on puisse mettre dans nos chaînes de valeur, qui soit applicable. Je crois que c'est aussi c'est la position de Mistral qui cherche à avoir des choses extrêmement applicables. L'IA, on ne s'en rend pas forcément compte en tant que particulier, mais ça coûte cher, ça consomme de la ressource. Donc on a envie d'avoir une IA utile et au tarif proportionné aux bénéfices qu'on en tire. Donc, ne pas négliger, effectivement, ne pas avoir uniquement la course à la grandeur, au miracle technologique, mais avoir vraiment l'efficacité opérationnelle, industrielle bien présente. Et deuxième élément, c'est que l'IA, c'est aussi un élément, c'est aussi une clé de coopération entre les entreprises. Aujourd'hui, en Europe, vous le savez, on a des entreprises qui ne sont pas très intégrées verticalement. On a besoin de beaucoup d'échanges entre les entreprises. Et si on arrive à mettre les modalités de l'échange dans une IA, on simplifie considérablement les coopérations. On arrive à aller beaucoup plus loin en coopération, parce que comme dans le cas du droit, on arrive à décrire précisément ce qui va se passer durant la coopération. On est capable également, avec l'Agentic, de faire appel au service des entreprises X, Y, Z sans investir un coût considérable dans le fait de la connaître, signer des NDA, des SLA, bref, tous les acronymes habituels. Donc je pense qu'une voie européenne peut aussi résider là-dedans, résider dans l'IA comme liant entre les entreprises. Ouais. Moi, je suis assez d'accord sur la partie cas d'usage, j'irai même plus loin. En fait, quand on regarde l'IA, on a une technologie qui est très factorisante. C'est-à-dire qu'on a des LLM qu'on va être capable de déployer sur plein de cas d'usage. Alors,
quand le cas d'usage est trop spécifique, il va falloir un peu tweaker son LLM, mais malgré tout, ça reste la même base. Moi, je pense que la suite de tout ça, c'est vraiment la verticalisation. C'est-à-dire de se dire, on ne va pas pouvoir déployer de l'IA en agri-agro, comme en santé, comme en legal, comme dans l'industrie. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut accélérer. Et bon, ça rejoint les discussions sur l'agentique, même si c'est aussi un petit buzzword, mais ça va permettre quoi? Ça va permettre déjà de spécifier les modèles, donc de réfléchir à quelles sont les spécificités du domaine qui vont venir impacter by design les modèles, et de fait, réduire la complexité et réduire l'impact environnemental, parce que c'est un autre sujet. Et venir faire des modèles plus petits, mais spécifiques à des tâches. Alors, ça existe évidemment déjà. Par contre, réfléchir, alors là pour le coup d'un point de vue recherche, sur ce que je disais, à savoir comment est-ce que la spécificité d'un domaine, on va pouvoir injecter des a priori dans les modèles et venir construire des modèles différents pour adresser ce schéma spécifique dans ce domaine spécifique, je pense que c'est ce sur quoi on doit se positionner. Justement, une question un peu corollaire aussi, ou donc dans le même sujet, toujours pour essayer de trouver des pistes pour l'Europe, donc sur cette IA, est-ce que justement il faut se concentrer sur l'IA grand public, comme le fait ChatGPT, ou est-ce qu'il faut se concentrer sur l'IA pour l'industrie, par l'industrie? Du coup, je crois que j'ai répondu. Enfin, en tout cas, après, faut pas oublier quand même qu'il faut qu'on puisse avoir des IA grand public disponibles. Et ça, bon, Mistral le fait très bien, peut-être que d'autres le feront, et il faut qu'on en ait. C'est important, mais moi je pense que la verticalisation est importante. Je rejoins Vincent, notamment par le focus pour commencer la table ronde. Effectivement, le focus doit être sur l'IA industrielle, bon, mais il faut occuper la place de l'IA grand public, donc il faudra quand même investir là-dessus. Ok, par rapport à justement, je vais vous poser un peu des questions que j'appelle dilemmes. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait des réponses claires et nettes sur les questions dilemmes, mais donc voilà. Si demain, je vais vous la poser à tous les trois, hein, vous aviez 1 milliard à investir demain, où est-ce que doit être notre priorité? Pour l'Europe, bien sûr. Que 1 milliard? Non, parce qu'il y a une réponse qui est facile, c'est sur le hardware. On a quand même un sujet. Et en Europe, là-dessus, alors effectivement, on a des acteurs, on a SML, on a ST, on a des acteurs qui se positionnent, mais on a quand même un vrai sujet de fond. Pas forcément pour du Quand training, tu dis d'ailleurs. hardware, ça veut dire semi-conducteur? Ouais, c'est ça, du semi-conducteur. Alors, bon, quand on parle de hardware, après en IA, si on la fait très très courte, il va y avoir deux axes importants, soit pour du training, donc de l'apprentissage, là on a principalement besoin de GPU, soit pour de l'inférence, donc utiliser des modèles et derrière les faire tourner. Moi je pense qu'on est positionné sur, alors un petit peu sur l'inférence avec des boîtes comme ST, sur des applications très particulières, très bas niveau. Néanmoins, je pense qu'on a un vrai sujet. Donc, par contre, le souci c'est que ça coûte pas 1 milliard. Ça demande un petit peu plus. Donc voilà. Ludie? Moi, je dirais 50% sur l'IA. Et quand je dis l'IA, je mets effectivement toute la partie semi-conducteur. Non, je mets plutôt la partie compute, moi. C'est plutôt la supercalculateur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque cruellement, en fait, à la généralisation des pratiques autour à la fois de la recherche, de la R&D, mais aussi de l'opérationnalisation de l'IA industrielle, c'est vraiment les calculateurs. Et au niveau des semi-conducteurs, moi, il y a le CHIPS Act qui est là aujourd'hui, c'est 43 milliards, qui essaie de résoudre en fait ce gap-là. Donc, je mettrais 20% là-dessus. Et la force vive pour gérer tout ça, parce qu'on a besoin de reskiller les gens, upskiller les gens, c'est vraiment sur la partie talent. En fait, je mettrais 30% restant sur la partie talent. Moi, je mettrais 1 milliard chez ADP, évidemment. Sinon, si ça va être sur le sujet du jour, je dirais que ça va être en partie sur le fait, un peu comme ce que tu dis, sur les compétences et l'adoption. Favoriser l'adoption et avoir un mécanisme qui permet aux entreprises d'essayer, de baisser cette aversion au risque, de tester, d'organiser des échanges pour voir ce que font les autres, comment faire, susciter des idées. Et deuxièmement, une partie aussi de ce milliard, je peux donner des proportions, sur une communication positive, hein, sur tout ce qui existe dans l'écosystème de la tech, éventuellement la mise en place d'une grille, on parle d'un Gartner européen, ce genre de choses, mais en gros, tout ce qui permet de susciter une adoption et une demande intérieure.
Je pense que c'est ce dont on a besoin. Et derrière, je fais le pari peut-être un peu optimiste que le reste suivra par l'éducation des législateurs, le débat public, etc. Je vais vous proposer de conclure pour qu'on ait 5 minutes de questions donc, de la salle. Notre sujet, c'était technologie, quelle guerre à mener pour une Europe compétitive. Peut-être un mot de conclusion donc, de chacun d'entre vous sur cette Europe compétitive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la mettre à portée de main ou est-ce qu'elle est déjà là? Bon, c'est compliqué comme question. Dire qu'elle est déjà là, je pense que ça suffit pas. Je pense qu'il y a une base. Il y a une base qui est intéressante. Je pense que ça revient à ce que je disais un peu en introduction. Faut arrêter de s'autoflageller et arrêter de croire qu'on est complètement inexistant dans le débat. Je pense que c'est pas vrai. Par contre, je pense qu'on a besoin encore de se structurer à l'échelle européenne. Ce que tu disais sur un fonds européen, je pense que c'est une bonne idée. On a essayé plein de fois. C'est vraiment quelque chose qui a été fait, qui a même été mis sur la table il n'y a pas si longtemps que ça, dans le cadre de l'AI Summit, ça n'a pas abouti. Ça avait été fait avant, quand on avait moins de problèmes de budget, ça n'avait pas abouti, parce qu'en fait, c'est très compliqué de se mettre d'accord et de créer un fonds qui pourrait, on met de l'argent pour soutenir les entreprises qui ne seraient pas forcément françaises. C'est quelque chose qui posait problème à l'époque. Mais c'est évidemment une direction dans laquelle on doit aller, en fait. Je pense que si on veut être compétitif, il faut jouer la carte de la collaboration avec les copains européens. Et voilà. Alors je conclurai, c'est pas bien de le faire en conclusion, mais sur une note un peu moins positive, c'est qu'aujourd'hui vous avez vu 85% des dépenses en cloud et logiciels sont faites en dehors d'Europe. Donc on a peut-être des atouts, mais ils sont encore dans la manche, hein, on ne les voit pas encore sur la table pour l'instant. Donc voilà, il y a quand même une reconstruction assez forte à lancer. Pour l'instant, on est plutôt au tout début du chemin. Donc c'était quoi ta question? Comment est-ce qu'on s'y prend? Ben, je pense que ça reste en favorisant les usages, en soutenant au maximum l'adoption. C'est ça qui réussira à faire en sorte que les gens attendent quelque chose, comprennent ce qu'ils peuvent attendre, ce qu'ils peuvent tirer de la technologie, qu'ils aient des exigences vis-à-vis de partenaires industriels et qu'on se reprenne en main pour mobiliser tous ces fameux atouts qu'on a dans les poches aujourd'hui. Alors, ma note de conclusion, c'est je suis toujours optimiste dans la mesure où il y a Trump qui nous aide beaucoup, je trouve, à accélérer notre réflexion. Et ça, c'est cool. D'une certaine façon, dans la mesure où on prend conscience en fait, des problèmes qu'on a, et je parle de l'Europe, hein, et le capital. Donc, la structuration du capital, pour moi, c'est un élément clé. Merci, je ne connaissais pas la trajectoire des différents essais de fonds européens. Donc, de pouvoir vraiment financer nos champions à des stades supérieurs, hein, en matière de levée, et notamment leur ouvrir le carnet de commandes, quoi, et comment les aider à partir à l'international. Pour moi, je me dis que l'Europe a quand même réussi pas mal de choses qui vont dans ce sens-là. On a Airbus, hein, qui est un super cas d'école, qui est plutôt bien réussi aujourd'hui. On a un duopole avec Airbus et Boeing. Et là, c'est vraiment des pays européens qui sont mis ensemble. Et moi, je crois. Oui, ça date, je suis d'accord. On l'a fait une fois, on peut le refaire. Et moi, je crois que l'objectif là, c'est vraiment se mettre autour de la table et de se dire comment on accélère plutôt. Et donc, je rejoins un peu l'introduction de Vincent, c'est on ne s'éparpille pas, il ne s'agit pas d'arroser tout le monde de subventions, mais de se dire aujourd'hui, c'est où se trouvent nos forces et on investit au maximum sur ces forces-là. Et on se dit, ok, d'accord, demain on sera leader sur 3 catégories, on le fait. Et on domine le marché. Et notre salut viendra de là. Je vous propose de conclure. Je m'étais donné une phrase qu'on avait travaillée dans les échanges. Je dis à nous, Européens, d'apprendre vite, d'innover juste et de bâtir la confiance. Je propose de finir sur cette note, je dirais, positive et de remercier nos 3 intervenants que je vous propose donc d'applaudir. Je vais me lever, je vais prendre quelques questions s'il y a 1 ou 2 questions dans la salle pour conclure, pour qu'il y ait un peu d'interactivité donc sur ces sujets-là. J'arrive.
Merci. François Charles, je suis le président de l'IRCE. Nous sommes un think tank généraliste sur l'Europe. Qu'est-ce que vous appelez une commande publique européenne finalement? Est-ce que c'est une défragmentation des marchés? Mais concrètement, et techniquement, est-ce que l'IA peut remplacer ou pas les jumeaux numériques? Alors, on a connu le big data, on est passé au smart data, les jumeaux numériques, mais finalement avec l'IA, est-ce qu'on progresse à temps réel? Merci. Et, alors sur la commande, c'est aussi une histoire de choix. Alors comment ça se traduit? On sait que juridiquement tout ça est très compliqué, il y a des directives européennes, le code de la commande, etc. Pour autant, dans les appels d'offres, on choisit rarement, dans les appels d'offres publics, on choisit rarement des sociétés européennes. C'est rarement fléché en tant que tel. Alors il y a des évolutions en cours, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Il y a des évolutions en cours aujourd'hui, qui sont en cours en tout cas, qui sont en réflexion aujourd'hui à Bruxelles, pour voir si on peut introduire un critère de société européenne ou pas quand on achète. Et de même, lorsque les États ou les collectivités publiques ou autres achètent, chacun va acheter dans son pays. Il n'y a pas de démarche construite de sélection à plusieurs d'un industriel qui rendra le même service à plusieurs pays européens. Donc il ne s'agit pas de revenir sur les critères de transparence, de non-discrimination qui sont fondamentales dans la concurrence et dans la commande publique, mais il s'agit de coordonner la commande et de la diriger vers des objectifs qui ne sont pas ni dissonants par rapport à ce que font les autres blocs géopolitiques, ni contrairement étrangers à nos intérêts industriels. Et sur la partie jumeaux numériques, bon, c'est très, très lié tout ça. Alors, évidemment que l'IA générative va pouvoir répondre à une grosse partie du sujet du jumeau numérique pour venir matérialiser, venir créer, venir voilà, essayer de nous donner une vision sur tel ou tel process. Néanmoins, c'est important mais comme pour plein d'usages de l'IA générative, je pense qu'il y a énormément de jumeaux numériques qui peuvent être faits sans IA générative, qui peuvent être faits sur des bases, alors soit d'IA qui ne sont pas génératives, soit d'autres modèles mathématiques, etc. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'IA générative à tout prix, alors que ça puisse servir à modéliser certains jumeaux numériques, oui, peut-être, certaines briques, mais voilà, je pense qu'il faut... Mais c'est vrai sur énormément de technologies qui touchent l'IA générative. Enfin, en même temps, quand vous avez le jumeau numérique d'une usine, par exemple, l'IA générative n'a pas grand-chose à y voir. Vous voulez avoir une donnée bien gouvernée, vous voulez savoir pouvoir investir suffisamment d'efforts dans la précision de vos données là où vous en avez besoin, faire un lien entre la valeur que vous tirez du cas d'usage, l'effort que vous investissez sur la précision de la donnée. Il va falloir connecter avec toute votre supply chain. Et tout ça, l'IA générative voilà, n'est pas dirigée vers ça. En fait, pour compléter rapidement, là, c'est plutôt de l'intelligence artificielle souvent classique et qui est utilisée. En fait, l'IA générative n'est qu'une partie de l'intelligence artificielle, notamment. Et sur la partie jumeau numérique, on a bien sûr du classique pour affiner les données, les corriger ou combler les données manquantes, par exemple. Pour en revenir à la question de, comment dirais-je, l'Europe qui puisse faire des commandes publiques de façon plus européenne, en fait, on va dire. Est-ce que, en ayant vécu aux États-Unis et un peu en Chine, je ne comprends pas, mais j'aimerais avoir des experts qui m'expliquent pourquoi il est compliqué en Europe de mettre un critère sur ces boîtes européennes qui devraient avoir un accès plus rapide à la commande européenne. Bon, la question n'est pas facile, je pense. Bon, je pense qu'il y a un sujet de complexité de législation européenne. Je pense qu'il y a un énorme sujet de lobby aussi. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient perdants si on faisait ça. C'est aussi des acteurs qui sont quand même très influents à l'échelle européenne, qui ont les moyens de venir combattre ce genre de choses. Mais par contre, je rejoins, il faudrait qu'on puisse le faire, en fait. Il faudrait qu'on affiche, et d'ailleurs, je préfère largement dire ça, une forme de préférence européenne plutôt que de pure souveraineté. Je pense que c'est un vrai sujet. Le sujet est là, en fait. Le sujet, il est au niveau de la préférence.
Et ce que je vais ajouter, en fait, si on prend l'exemple des États-Unis, c'est l'État fédéral qui pilote la commande publique. Et la Chine, voilà, c'est quand même un État assez centralisé qui pilote également la commande publique. Et là, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en Europe, on a plusieurs États, on a beau avoir un marché unique, mais en termes de juridiction, en termes de loi et en termes de commerce, on est sur une situation assez fragmentée, quoi, d'application des termes. Mais il faudrait vraiment qu'on arrive à résoudre ça pour notre souveraineté. Je vous propose de conclure sur cette réflexion. Un grand merci de votre participation, de la qualité de votre écoute. Donc, et un merci. Et vous pourrez retrouver le replay sur les réseaux de BPI France et le site de BPI France. Merci beaucoup. Bonne soirée.